Bonjour à tous et bienvenue à notre premier preview MotoAx 2023 pour la saison MotoGP qui va bientôt attaquer à Portimao. Alors on attaque à Portimao directement en Europe. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas commencé en fait en Europe directement. Normalement on ouvrait au Qatar et puis après on revenait à Jerez par exemple. Alors que là tout de suite à Portimao, on a aussi eu un test à Portimao la semaine dernière. Donc ça c'est intéressant, on va en rediscuter. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, les constructeurs, quelles sont les forces en présence donc pour cette ouverture du championnat à Portimao. Alors, qu'on craignait, les Ducati qui était la moto à battre l'année dernière, ce qu'on craignait, c'est vraiment une domination cette année. Et malheureusement, au test à Sepang, le premier test donc 2023, et à Portimao, les Ducati ont vraiment brillé. Très très rapide sur le tour qualif, très rapide, extrêmement rapide sur les rythmes de course, donc la course sprint et la course longue du dimanche. Donc voilà, les Ducati qui ont été difficiles à battre. 7 Ducati dans les 8 premiers à Portimao sur le dernier test. La seule Ducati qui n'était pas dans le top 10, c'était Fabio Di Giannantonio qui lui n'a pas pu rouler parce qu'il a eu un traumatisme crânien en fait suite à une chute à Portimao sur la première journée. Donc voilà, la Ducati qui domine et le meilleur du Ducati, l'homme qui domine, l'homme fort, l'homme favori pour cette année, c'est Pecco Bagnaia qui portera le numéro 1 bien sûr fraîchement titré de la saison 2022. Pecco qui a vraiment excellé, qui est hyper rapide, hyper en confiance, on le voit, il est relaxé. Il a fait des simulations de course aussi extrêmement rapides. Donc voilà, Pecco qui va être très difficile à battre sur cette machine, cette Ducati, qui est la moto la plus homogène, qui fonctionne de partout. On a vu Alex Marquez qui lui passe de chez Honda à Ducati, donc dans le team privé, le team Gresini. Il se promène dans le paddock avec une banane incroyable, il se fait plaisir sur cette machine. Donc voilà, la Ducati 2023 qui va être très très difficile à battre. Alors, s'il y a un homme pour battre cette Ducati 2023, c'est notre Français Fabio Quartararo. Alors, Fabio, on l'a vu pas content après le test de Sepang. Il a eu vraiment des difficultés sur le tour rapide. Et ça, c'est hyper important de pouvoir se qualifier correctement. Ça détermine les courses. Donc, Fabio n'était pas content du tout. À Portimao, Yamaha et Fabio ont redressé la barre. Sur le dernier jour, ils ont roulé hyper rapide. En fait, ils sont revenus à une configuration 2022 au niveau aéro et au niveau des settings aussi. Donc, on garde la configuration 2023 du moteur qui a fait un pas en avant. Ça, la Yamaha, donc sur les top speed, on le voit, elle s'est rapprochée en fait, alors que les autres constructeurs n'ont pas chômé non plus. Ils ont tous bossé, ils sont tous venus avec des améliorations. La Yamaha qui se rapproche un peu. Donc ça, c'est bon signe parce que c'était vraiment le point faible de cette machine l'année dernière. Alors, notre Français qui est en forme aussi, deuxième du test de Portimao, c'est notre Johann Zarco. Johann Zarco, je pense que cette année, pour moi, il va briller. Je pense qu'il a vraiment toutes les cartes en main là, cette année. Il a une Ducati donc 2023 cette année, la même que Pecco Bagnaia, une Ducati qui semble vraiment en bout de développement, c'est une Ducati qui fonctionne avec tout le monde sur tous les circuits. Donc voilà, je pense que Johann, il est aussi dans une phase intéressante là, au niveau motivation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'assembler. Donc voilà, j'attends une belle saison et une belle ouverture de championnat aussi pour notre Français Johann Zarco. Du côté d'Aprilia, on est en embuscade. Alors 4 pilotes cette année sur l'Aprilia et des pilotes hyper intéressants. Donc on a Espargaro qui a brillé l'année dernière, surprise mais il a brillé. Vignales qui lui se rapproche petit à petit, il a été très très rapide, surtout à Sepang d'ailleurs. Et deux nouveaux pilotes, donc Miguel Oliveira et Raúl Fernandez, qui eux arrivent de la KTM et qui ont vraiment tout de suite été en fait enchantés de cette Aprilia, qui ont tout de suite fait l'éloge de cette machine. Et ils sont rapides aussi, ils sont très proches des deux pilotes officiels, donc il semble que Aprilia a donné du très bon matos à ce team privé. Donc ça va être intéressant de suivre les efforts de l'Aprilia. Elle est quand même, pour moi, un petit peu en dessous de la Ducati. Mais sur la course et à Portimao, on a vu une machine qui est très équilibrée en fait. Quand on la voit rouler sur le circuit, on la voit, c'est peut-être la machine qui est la plus stable. Elle est vraiment très très bien équilibrée. Donc voilà, du côté d'Aprilia, on a beaucoup travaillé aussi pendant l'hiver. On a ces deux nouveaux pilotes, on va avoir plus de données, plus d'informations pour choisir les pneus, pour les réglages d'électronique. Donc ça va être intéressant aussi Aprilia qui avait deux pilotes jusqu'à maintenant. Donc voilà, le seul point négatif, c'est Aleix Espargaro qui lui, tout de suite après
la course, le test de Portimao, qui a dû aller se faire opérer à la clinique préférée des pilotes MotoGP en Espagne, à Barcelone. Donc, il a en fait un problème de cicatrisation suite à une opération qu'il a fait il y a quelques années pour le syndrome des loges. Beaucoup de cicatrisation en fait dans son bras et ça lui donne des problèmes de circulation et au niveau de ses muscles d'avant-bras. Donc voilà, il s'est fait opérer, donc pas beaucoup de temps pour récupérer quand même. Je ne crois pas que ce soit une opération vraiment compliquée, mais c'est jamais très bon de se faire opérer la semaine d'un Grand Prix. Donc voilà, à surveiller, aller chez Spargaro sur ce premier Grand Prix. Du côté de KTM et de Honda, on est dans des schémas un peu différents, mais les deux sont en difficulté. Chez KTM, il y a Brad Binder qui a sauvé un petit peu les meubles, qui a fait un bon chrono à Portimao sur le dernier test. Mais on sent que chez KTM et chez GasGas, il y a des difficultés. En fait, la machine est toujours un petit peu capricieuse. Disons que la fenêtre où elle fonctionne est pas très grande. Donc, si on est un petit peu en dessus, un petit peu en dessous, on perd tout de suite pas mal de temps. Et voilà, on a encore besoin d'affiner ce package chez KTM. Alors, Brad Binder, on sait qu'il peut faire de la magie. On l'a vu à Valencia, par exemple, l'année dernière, sur la dernière course. C'était lui, sur la deuxième partie de course, c'était lui le plus vite en course. Il roule extrêmement fort sur les rythmes de course. Brad Binder, c'est un homme du dimanche aussi. Donc j'espère qu'ils vont améliorer un petit peu la performance en qualif. Et à part lui, pour le moment, ça reste difficile. Miller, qui lui est passé de la Ducati à la KTM, est toujours en train de s'adapter. En fait, il a toujours quelques difficultés. Donc voilà, Brad Binder qui porte les espoirs de KTM pour le moment. Et chez Honda, c'est le branle-bas de combat. Il y a un énorme travail en fait de développement sur cette machine. On est en retard. On n'est pas au niveau des Ducati ou des Aprilia. On est en difficulté. Alors, c'est pas que négatif. Chez Honda, il y a un gros travail de fond qui est en train de se faire. Je pense qu'à un moment donné, ça va tous s'emboîter et ça va enquiller fort parce qu'on a un Marquez qui est de retour en forme. On a un Joan Mir qui arrive, le champion du monde 2020. Donc voilà, un mec qui peut gagner les Grands Prix et qui est extrêmement fort. On a un Alex Rins aussi qui arrive. Donc les deux pilotes de Suzuki qui sont arrivés sur des motos Factory Honda. Alex Rins qui a gagné 2 courses sur les 3 derniers GP, donc extrêmement rapide, vainqueur de Grand Prix, et qui lui aussi a une machine officielle dans le team de Lucio Cecchinello. Donc voilà, chez Honda, c'est en train de se mettre tout en place. On a aussi un Ken Kawashi, le directeur technique de chez Suzuki, donc pendant très très longtemps, c'était notre directeur technique. Suzuki qui a arrêté l'année dernière, Ken Kawashi qui a été embauché par Honda pour guider en fait ce projet, donc voilà, au niveau technique. Donc Ken, pour le moment, bien sûr, c'est pas facile en arrivant dans un nouveau projet comme ça. Il y a énormément de choses à comprendre, énormément de données à analyser, voilà, avant de pouvoir améliorer le projet. On l'a vu quand Gigi Dall'Igna est arrivé chez Ducati, de chez Aprilia, ça a mis quelques temps en fait à fonctionner. Donc voilà, mais Ken, je pense que ça va vraiment être un atout pour Honda sur ce développement. Voilà, l'idée, c'est de faire tourner la Honda comme la Suzuki tournait. Et ça, c'est tout ce que je leur souhaite d'ailleurs, la Suzuki qui tournait très très bien. Donc voilà, chez Honda, disons qu'il y a un gros travail qui est en train de se faire. On les a vus bosser sur l'aéro. On sait qu'il y a eu pas mal de châssis qui sont arrivés, des tests châssis. Donc à Sepang, à Portimao, il y a un nouveau châssis dont on a entendu parler qui serait fait par Kalex. Donc on avait vu un bras oscillant l'année dernière Kalex qui est arrivé sur la Honda. Là, apparemment, on a un châssis complet qui devrait arriver tout de suite après la course de Jerez, donc en cours de saison. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc chez Honda, ça bosse, ça cherche, ça travaille très fort donc, pour combler les gaps. Enfin, du côté technique, on a quelques nouveautés. Du côté de Michelin, on a des pneus arrière cette année pour 2023 qui vont être réduits en fait à 2. Il y aura que 2 choix en fait au lieu de 3. Donc on a enlevé le pneu dur. On aura seulement le pneu tendre ou le pneu médium. Et on travaille aussi chez Michelin sur un pneu avant nouveau. Les pneus avant en fait qui sont vraiment mis à rude épreuve en fait avec les MotoGP, avec les systèmes d'abaissement de l'arrière. Qui transfère vraiment beaucoup de force sur l'avant de la moto, l'aéro des machines aussi, donc énormément de charge en fait, les machines qui sont très efficaces sur les phases de freinage, et Michelin qui a envie de développer un pneu plus solide, mais ça normalement on ne devrait pas le voir. Alors le développement va commencer maintenant, mais on ne devrait pas voir ce pneu avant 2025, donc c'est un projet à long terme. Enfin côté technique,
Une dernière nouveauté avec Magneti Marelli qui amène cette année, pour 2023, un nouveau boîtier ECU. Donc ECU, c'est Electronic Control Unit, donc le boîtier électronique qui est uniforme pour toutes les machines MotoGP. Ça fait partie du règlement. Mais on va avoir un boîtier nouveau qui arrive cette année et qui ne sera pas sur toutes les machines. Alors les constructeurs ont décidé qu'ils utiliseraient de nouveaux boîtiers sur les machines officielles et que les machines privées continueraient avec le boîtier précédent. Donc c'est un boîtier qui existe, qui est le même depuis une dizaine d'années. Ça, par contre, on va voir si ça va avoir un effet. Parce qu'il y a eu par exemple des communiqués de presse un petit peu différents. Du côté MotoGP, on a dit non, les boîtiers, c'est les mêmes. Le nouveau boîtier, en fait, il n'y a pas d'avantage, c'est le même, c'est juste une nouveauté, en fait, un redesign, en fait. Alors que chez Magneti Marelli, on a fait un communiqué de presse qui dit que le boîtier est 4 fois plus performant en termes de calcul et qu'il est 10 fois plus performant sur le traitement des données. Donc, une opinion un peu différente sur les deux communiqués de presse. Et des constructeurs qui ont donné comme raison, en fait, qui ne peuvent pas le donner aux teams privés parce que les faisceaux, en fait, sont pas prêts et il y aurait aussi des coûts assez importants pour les teams privés, des coûts supplémentaires. Donc voilà, ils ne voulaient pas le passer comme ça. Alors, est-ce que c'est une raison ou est-ce que c'est une excuse ? On verra ça bientôt, s'il y a une grosse différence, ou une différence en tout cas qui se creuse entre les machines officielles et les machines privées.